Bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve pour cette partie 2 du cours de mécanique des structures qui concerne des rappels de statique. Alors je vais commencer avec des choses que vous avez probablement toutes et tous déjà vues. Ce n'est pas grave, je pense qu'il est bon de temps en temps de retaper sur le clou et c'est ce que je vais faire maintenant. Alors cette partie 2, donc, elle concerne 5 chapitres. Le chapitre 10, force et moment. Le chapitre 11, équilibre, premier ordre, deuxième ordre, second ordre, etc. Le chapitre 12, où je parlerai des appuis, des rotules, des encastrements, de l'isostaticité et de l'hyperstaticité. Du chapitre 13, où je vais parler des caractéristiques géométriques des sections, comme l'air, l'inertie ou le moment statique. Et enfin, un chapitre 14, avec la notion de sécurité ou encore de coefficient de sécurité. Alors, chapitre 10, force et moment. Je vais tout d'abord distinguer les structures 2D ou assimilées 2D des structures 3D qu'on appelle aussi structures spatiales. Alors une structure 2D, c'est une structure que l'on peut dessiner et étudier, calculer en la dessinant sur une simple feuille de papier. Okay. Alors une structure assimilée 2D, elle provient en fait d'une structure 3D qui est composée d'une succession de structures 2D et on considère que le fait d'étudier une de ces structures 2D est représentatif d'une étude de la structure 3D dans son ensemble. Par exemple, je prends ici un pont de chemin de fer avec deux treillis 2D parallèles, eh bien, il se comporte de la même manière. Et donc, le fait d'étudier un seul des deux treillis, finalement, me garantit globalement que j'étudie la structure dans son ensemble. Et puis, les structures spatiales, il y en a évidemment aussi beaucoup. On ne les étudiera quasiment pas dans le cadre de ce cours, mais en fait, tous les principes dont je vais vous parler peuvent s'y appliquer. Simplement, elles sont 3D, donc elles sont un petit peu plus difficiles déjà à dessiner sur une feuille et puis à calculer. On utilisera souvent pour des structures de 3D des logiciels de calcul basés sur la méthode des éléments finis. Alors, notion de décomposition d'une force et puis de parallélogramme des forces. Une force est définie, caractérisée par son intensité, sa direction, son sens et son point d'application. Alors on peut toujours décomposer une force selon ces deux composantes. Alors ici, si je considère un angle alpha entre l'axe de la force et l'horizontale, eh bien les deux composantes, c'est tout simplement F cos alpha et F sin alpha. A l'inverse, si je connais les composantes d'une force, eh bien je peux retrouver la force résultante, la force initiale, simplement en faisant la racine du carré de fx plus le carré de fy, et l'angle alpha sera tout simplement l'arctangente du rapport entre fy et fx. Alors le principe du parallélogramme des forces, vous le connaissez, je suis certain, toutes et tous. C'est un principe qui vous permet de retrouver ou de trouver une force résultante qui provient d'une série de forces qui agissent en un même point. Et cela se fait pas à pas en prenant chaque fois deux forces à la fois. Donc F1 et F2 ici peuvent donner lieu via un parallélogramme des forces à une résultante R2. Ensuite, je combine de la même manière cette résultante R2 avec la force F3 et ainsi de suite jusqu'à trouver la force résultante. C'est une méthode, disons, on va dire, plutôt graphique. Alors dans l'espace, c'est exactement le même principe. Imaginons ici une force F qui s'applique à l'origine du repère x, y, z, duquel partent les trois axes. Je vais définir deux angles, alpha et bêta, comme indiqué sur la figure. Alors, la composante Fz, elle est toute simple, elle vaut simplement la projection verticale de F, c'est-à-dire F fois sin bêta. Et puis, pour trouver mes composantes Fx et Fy, je vais devoir projeter une première fois mon F dans le plan XY, et puis le reprojeter sur les deux axes. Donc, la composante Fxy, qui est la projection de F dans le plan XY, eh bien, c'est simplement F fois cos bêta. C'est ce que je trouve ici, F fois cos bêta. Et puis ce F fois cos bêta, je dois le reprojeter avec un cos alpha et un sinus alpha pour trouver finalement les composantes Fx et Fy qui valent respectivement F cos bêta cos alpha et F cos bêta sin alpha. Et à l'inverse, tout comme en 2D, si je connais les trois composantes de ma force F, je peux retrouver la force F en faisant simplement la racine de la somme des carrés, et je peux retrouver les angles en faisant des arcs tangentes.
Moment dû à une force. Je vais distinguer le cas 2D, ici au-dessus, du cas 3D, ici en dessous. Alors en 2D, le moment dû à une force s'exprime toujours par rapport à un point, ou bien par un axe qui passe par ce point et qui est perpendiculaire au plan que l'on regarde, donc à l'écran. Et dans ce cas-ci, le moment dû à cette force vaut F fois D, plus F fois D. Alors pourquoi plus F fois D? Tout simplement parce que on a défini tout à fait arbitrairement que le moment il était positif s'il faisait tourner la matière hypothétique dans le sens anti-horlogique, ce qui est bien le cas ici avec F, et D, c'est bien sûr la distance entre le point considéré et l'axe de la force. Alors, on peut également raisonner, c'est parfois plus facile, avec les composantes de F. Donc ici, on a respectivement des composantes Fx et Fy, avec des bras de levier Y et X. Alors Fy a tendance à faire tourner la matière dans le sens anti-horlogique, donc on va avoir un moment créé qui vaut plus X fois Fy. Alors que pour Fx, la tendance est plutôt une rotation dans le sens horlogique, et donc on va retrouver ici un moins Y fois Fx. Alors pour le cas spatial, on va définir la règle du tire-bouchon. Pensez à un tire-bouchon qui s'enfonce dans un bouchon. Donc quand vous tournez votre tire-bouchon dans le sens horlogique, eh bien ce tire-bouchon s'enfonce dans le bouchon. Eh bien ça va être exactement la même chose ici. On va considérer que quand une force a tendance à créer un moment qui fait tourner la matière de manière à avancer dans le sens de l'axe considéré, eh bien le moment sera positif. Alors prenons par exemple le moment selon l'axe X. On a ici une force qui se décompose en trois composantes Fx, Fy et Fz. Déjà, la composante Fx ne peut pas créer de moment autour de x, elle ne peut pas faire tourner ici une matière hypothétique autour de l'axe x. Donc, seules les composantes Fy et Fz auront un moment par rapport à l'axe x. Alors, prenons Fz. Le bras de levier par rapport à l'axe x est y. Fz s'enroule autour de l'axe x de manière à respecter la règle du tire-bouchon, donc à faire avancer la matière dans le sens de l'axe x. Donc on va avoir un plus y fois Fz. Plus y fois Fz. Par contre, si on observe Fy avec son bras de levier z, eh bien on voit que Fy a plutôt tendance à dévisser le tire-bouchon et donc à faire reculer la matière par rapport à l'axe x. Donc on va avoir un moment qui est créé et qui vaut moins z fois Fy. Et je vous invite à faire le même raisonnement pour My et Mz. Faites un arrêt sur image si nécessaire. Alors, exemple de moment dû à une force, voici une clé qui a tendance à faire tourner ce boulon dans le sens anti-horlogique. Imaginons que ce boulon-là, il est fixé ou serti là dans de la matière, un petit peu plus loin. Quel va être le moment créé dans le boulon par cette force ici qui agit à l'extrémité de la clé? Ben, simplement l'intensité de la force fois son bras de levier, c'est-à-dire 6000 newtons-centimètres. Donc un moment va toujours s'exprimer en newton-centimètre, newton-mètre, kilonewton-mètre, etc. Alors, le moment de torsion, c'est une notion dont je ne parlerai pas beaucoup dans le cadre de ce cours, un petit peu quand même, puisqu'on y consacrera un chapitre d'ici quelques semaines. Voici un axe de volant avec un volant sur lequel s'appliquent deux mains qui génèrent chacune une force F, et ces forces sont égales et opposées. Alors le diamètre du volant c'est D, ce qui fait que chacune des forces a un bras de levier D' par rapport à l'axe, et donc génère au total un moment de torsion dans l'axe qui va valoir 2 fois F fois D', c'est-à-dire finalement F fois D. Alors ces deux forces sont égales et opposées, ce qui fait que le moment de torsion dans l'axe se trouve seul. Il n'y a pas d'autre effort engendré dans l'axe, cet axe va rester vertical. Par contre, si maintenant j'enlève une des deux mains, eh bien d'abord il va falloir, pour créer le même effort de torsion, le même moment de torsion dans l'axe que sur le slide précédent, je vais devoir doubler ma force évidemment, puisqu'il n'y a plus qu'une force. Donc 2F fois D' vaudra encore F fois D. Par contre, comme je n'ai plus qu'une seule force et plus deux forces égales et opposées, eh bien cette fois, le moment de torsion qui existe dans cet axe ne sera pas seul, il va être combiné avec un autre effort qui est en fait un effort de flexion. Cet effort 2F ici
va agir avec un certain bras de levier qui va augmenter depuis l'extrémité supérieure de l'axe du volant ici jusqu'en bas. Et donc partout dans cet axe, on va avoir une combinaison entre un effort de torsion qui vaut Fd et un moment fléchissant qui vaut 2F fois la distance à laquelle on se trouve par rapport à l'extrémité de l'axe ici. On va dire que le moment de torsion donc, se combine avec un moment de flexion, que les efforts sont combinés, et on pourrait dire aussi que on n'a plus affaire ici à un couple pur, puisqu'on a une combinaison entre un moment de torsion et un moment de flexion. Alors, je passe aux notions de charge répartie. On peut avoir deux types de charges réparties, des charges réparties linéairement et des charges réparties de manière surfacique. Alors, cet exemple ici, tout simple, c'est un mur qui repose par exemple sur le sol. Ce mur a un poids propre P, et donc on pourrait considérer qu'il agit avec une pression qui est partout uniforme sur le sol, et que tous les mètres, j'ai une charge uniformément distribuée ou uniformément répartie qui vaut P divisé par L et qui s'exprime en kilonewtons par mètre. D'un point de vue surfacique, on pourrait par exemple avoir de la neige qui s'applique sur une toiture, et cette neige va s'exprimer en kilonewtons par mètre carré. Ce sera d'ailleurs aussi le cas du vent. Alors, qu'est-ce qu'on appelle faire une descente des charges dans un bâtiment? Eh bien, c'est partir de haut vers le bas et regarder quel est le cheminement des forces au niveau de chaque étage. Alors, on a ici un bâtiment qui se trouve d'ailleurs à Louvain-la-Neuve sur la Grand Place, et c'est assez rare de voir en fait une partie de la descente de charge, qu'elle soit visible. En général, on ne la voit pas, elle est cachée à l'intérieur. Ici, on voit clairement que les colonnes ici descendent des charges vers un système triangulaire de reprise qui concentre les charges ici sur l'étage inférieur, et de même ici encore, une espèce de structure triangulaire qui reconcentre les charges ici vers le bas. Et donc ici, on a sur cette façade une descente de charge qui est assez visuelle. Alors, voici un tout simple exemple qui vous illustre le principe d'une descente des charges dans un ouvrage. On a un ouvrage ici de type carport, on va dire, avec 4 colonnes. Il y en a une qu'on ne voit pas là derrière, 2 poutres, une ici et une là, et une dalle qui est soutenue par les 2 poutres. Alors, ici, on a un quadrillage qui divise la dalle en toute une série de carrés qui font chacun 1 mètre fois 1 mètre. Et on voit que sur 1 mètre de longueur de poutre, eh bien, va arriver, entre guillemets, une surface de neige qui vaut 3,5 mètres fois 1 mètre. C'est-à-dire qu'ici, on a à chaque mètre de poutre 1,5 mètre carré de surface qui va se reporter sur le mètre de poutre. Et donc, si je prends un modèle tout simple de chacune de mes poutres, voilà, le voici. Hein, on a un appui à gauche, un appui à droite, qui sont les colonnes. Et la charge répartie sur ma poutre, ben, c'est quoi? Hein, donc, à chaque mètre de poutre, qu'est-ce que j'ai comme charge? Eh bien, j'ai une surface donc, de 1,5 mètre carré fois 0,5 kN par mètre carré de neige, c'est-à-dire que j'ai 0,75 kN de neige qui s'applique sur chaque mètre de poutre. Donc voici la charge distribuée sur chacune de mes poutres, c'est une charge qui vaut 0,75 kN par mètre de poutre. Et puis après, cette charge uniformément distribuée va se reporter sur les 2 appuis, c'est-à-dire va transiter via les colonnes. Alors là, eh bien, en fait, ce sont les réactions d'appui de la poutre qu'on va retrouver dans les colonnes. Quelles sont ces réactions d'appui? Eh bien, si la poutre fait 7 mètres de long, chacune des réactions d'appui vaut 3,5 mètres fois 0,75, ce qui nous donne 2,625 kN dans chacune des colonnes. On a fait une descente des charges sur une structure toute simple. Alors, les charges réparties, elles peuvent s'appliquer sur des zones qui sont obliques, ce qui complique un petit peu l'analyse. Et on va simplifier en fait le problème en considérant aussi un bâtiment, ou plutôt une tranche d'épaisseur d'1 mètre de bâtiment, de telle sorte que les charges surfaciques qui s'expriment en kilonewtons par mètre carré vont se transformer en charges linéiques s'exprimant en kilonewtons par mètre, ce qui simplifie un petit peu mon explication ci-dessous. Alors,
On va considérer donc un pan de toiture dont la projection horizontale vaut L, et donc la longueur de toiture vaut L divisé par cos alpha, et on va s'intéresser aux résultantes de ces charges distribuées dans chacun des trois cas. Alors la neige, elle est toujours gravitaire, donc elle agit de haut en bas, et sur une largeur L donnée, sa résultante est évidemment indépendante de l'inclinaison de la toiture. Ce n'est pas parce qu'une toiture est plus ou moins inclinée que la quantité totale de neige qui va tomber sur la longueur horizontale, elle, va varier. Donc la résultante des charges de neige vaut Q neige, s'exprimant en kilonewtons par mètre horizontal, fois la longueur horizontale L. Alors le vent, lui, eh bien, c'est un fluide, il agit toujours perpendiculairement à la surface sur laquelle il souffle, et donc, plus la toiture est inclinée, plus la résultante de vent sera importante. Alors, lui, il s'exprime donc en kilonewtons par mètre oblique, donc par mètre de toiture oblique, et sa résultante ne sera pas gravitaire, elle sera perpendiculaire à la toiture, et elle vaudra Q vent, donc en kilonewtons par mètre oblique, je le répète, fois L divisé par cos alpha. Alors, la charge permanente, donc, ça peut être par exemple des panneaux solaires qui se placent sur la toiture, sur toute la longueur du pan de toiture, donc sur la longueur L divisée par cos alpha, et la charge est gravitaire, et la charge répartie s'exprime en kilonewtons par mètre oblique, évidemment, puisque les panneaux solaires, eh bien, leur masse finalement, ou leur poids, est connu par mètre de panneau solaire, c'est-à-dire par mètre oblique. Et donc la résultante de cette charge permanente qui est gravitaire vaudra Qperm étant donc s'exprimant donc en kilonewtons par mètre oblique, fois la longueur totale de la toiture inclinée, c'est-à-dire L divisé par cos alpha. Donc la charge permanente, elle ressemble à la neige en ce sens qu'elle est gravitaire, mais elle ressemble au vent en ce sens qu'il faut la considérer sur toute la longueur de la toiture oblique. On en arrive au chapitre 11 avec les notions d'équilibre. Alors, quelle est la condition pour qu'un objet qui est soumis à différentes forces soit en équilibre, c'est-à-dire immobile dans son plan de définition? Je pense que vous le savez déjà, il faut que la somme des forces horizontales qui agissent sur le corps soit nulle, idem pour la somme des forces verticales, et idem pour la somme des moments qui s'appliquent sur l'élément. Alors, on va prendre un petit exemple, un petit peu, je dirais, académique, mais bon, voilà, c'est pas grave. On va prendre, disons, une espèce de mur trapézoïdal, là, avec une certaine épaisseur, qui a un poids total qui s'applique au centre de gravité de l'objet. Alors, on va avoir des réactions d'appui qui ne peuvent se produire que d'une certaine manière. Par exemple, en A, je peux avoir une réaction d'appui qui est verticale seulement. Et en D et en C, je peux avoir des réactions qui ne sont que horizontales et pas verticales. Et on va établir l'équilibre de ce corps et en déduire la valeur des trois réactions d'appui. Alors, faisons cet exercice. Donc, on a une force qui agit au sein de la matière qui est le poids propre, et puis trois réactions d'appui. Alors, la somme des forces... Alors, il faut définir un sens, évidemment. On va, par exemple, considérer le sens vers la droite de positif, le sens vers le haut de positif, et le sens antihorlogique comme positif. Alors, si on exprime l'équation d'équilibre des efforts horizontaux, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir moins Cx qui est vers la gauche, moins Dx qui est vers la gauche, est égal à 0. Verticalement, on va avoir AY qui est vers le haut, moins P qui est vers le bas, égale 0. Et alors, on pourrait faire l'équilibre des couples par rapport à un point judicieusement choisi, qui est par exemple le point E. Pourquoi? Parce que si je fais l'équilibre des couples des moments par rapport à E, eh bien, AY et DX n'interviendront déjà pas dans l'équation et il me restera P et CX. Et donc, je vais avoir, si je fais l'équilibre par rapport au point E, moins P fois 5 mètres. Pourquoi le moins? Parce que je tourne ici dans le sens horlogique, donc contraire à la convention, plus 4 fois CX. Pourquoi? Parce que CX fait tourner l'objet dans le sens horlogique. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un CX qui vaut 5P sur 4, donc qui est bien dirigé vers la gauche, un AY qui vaut P et qui est bien dirigé vers le haut, et un DX qui vaut moins 5P sur 4, donc il est en fait dirigé vers la droite. Je l'avais mal dessiné à la base, mais ce n'est pas grave, le signe de la solution
me dit si je me suis trompé ou pas. Alors voici un théorème tout simple, très facile à comprendre. Si deux forces sont égales, opposées et situées sur le même axe, eh bien la structure est en équilibre. Forcément, puisque dans ce cas-là, les deux composantes de force selon x et selon y s'équilibrent et il n'y a aucun bras de levier entre les forces, ce qui fait que le corps ne peut pas tourner. Alors dans l'espace, les équations d'équilibre, elles ne sont plus donc au nombre de 3 comme en 2D, mais au nombre de 6. Donc pour qu'un corps qui est soumis à des forces soit en équilibre dans l'espace, donc immobile, il faut qu'on ait la somme des forces égale à 0 selon l'axe X, Y et Z, et il faut aussi un équilibre des moments selon chacun des axes. Donc cela fait évidemment 6 équations au total. Alors, le principe de la coupe, c'est, je dirais, si je peux m'exprimer comme ça, une lapalissade. C'est un principe qui dit que si une structure est à l'équilibre, eh bien, cela veut dire que tout fragment d'une structure est aussi à l'équilibre. Et ça, en fait, ça paraît anodin comme petit principe, mais ça nous permettra de résoudre certains problèmes en se disant que si le corps dans son entier est à l'équilibre, eh bien on peut faire l'équilibre d'une partie de ce corps et déjà trouver une partie de la solution ou nous aider à trouver la solution complète. J'y reviendrai plus tard. Alors voici des notions de premier ordre, deuxième ordre et second ordre sur lesquelles je ne reviendrai que dans le chapitre consacré au flambant que je verrai dans quelques semaines. Alors faire un calcul au premier ordre, c'est très simple à comprendre, c'est simplement faire un calcul des efforts internes, des déformations d'une structure, etc., sur base de la structure qu'on a dessinée sur la feuille, sur une feuille ou sur un écran, une structure qui n'est pas déformée. C'est en fait quelque chose qui n'est pas rigoureux, qui est incorrect, puisqu'en réalité, on ne peut calculer des efforts internes et des déplacements que sur base d'une structure qui est à l'équilibre, donc qui s'est déformée. Et un calcul au premier ordre consiste justement à faire des équilibres sur une structure qui n'est pas déformée, ce qui est quelque part une erreur. Le problème, c'est que au départ, on ne connaît pas on ne connaît pas les déformations de la structure. Donc c'est très difficile de faire autre chose qu'un calcul au premier ordre, puisqu'on ne sait pas du tout comment va se déformer la structure. Et donc, ce que l'on fait dans 99,99% des cas de structure et d'ouvrage qui sont calculés dans des bureaux d'études, c'est considérer que la structure, en fait, elle ne se déforme pas et qu'on calcule son équilibre sur base de sa configuration initiale. Alors voici un exemple avec une poutre encastrée à gauche et soumise à un effort oblique à droite, inclinée d'un angle alpha avec l'horizontale. Cet effort, en fait, a deux composantes. Une composante horizontale Q cos alpha dirigée dans l'axe de la poutre qui ne crée aucun moment dans la poutre. Et puis un effort vertical, une composante verticale Q sin alpha, qui, elle, crée à la base un moment Q sin alpha fois la longueur de la poutre. Donc le moment ici à la base vaut QL fois sin alpha. Et on peut à partir de là, et on verra plus tard comment faire, calculer la flèche, c'est-à-dire le déplacement de l'extrémité de la poutre, ainsi que sa déformée. Et puis à partir de là, on pourrait se dire, mais au fait, puisque maintenant, grâce à mon calcul au premier ordre, je connais cette déformée, eh bien peut-être que je pourrais refaire un calcul sur base de cette déformée. Et ça, en fait, ça veut dire faire un calcul au deuxième ordre. Alors regardez, je le fais ici. Donc je refais un équilibre de cette poutre, mais cette fois en considérant qu'elle s'est déformée et que son extrémité est descendue d'une valeur delta 1. Alors cette fois, vous voyez que la composante horizontale Q cos alpha de la charge, cette fois, eh bien, elle s'applique avec un bras de levier delta 1 par rapport à l'encastrement de la poutre. Et donc, elle va y créer un moment supplémentaire qu'on va appeler moment du deuxième ordre, qui vaut Q cos alpha fois justement le bras de levier delta 1. Et donc, entre ce calcul au premier ordre et ce calcul au deuxième ordre, apparaît tout à coup un nouveau moment à l'extrémité de la poutre qui montre en fait que les deux calculs ne sont pas équivalents. Et celui-ci en fait est plus correct que le précédent. Alors vous me voyez venir, je pourrais alors faire un calcul au troisième ordre, au quatrième ordre, au cinquième ordre, etc. et avoir encore des flèches qui se produisent. Alors avec, on espère, une convergence vers zéro des flèches successives, et s'il n'y a pas convergence, ça s'appellera du flambant, mais j'en parlerai plus tard. Ce qu'on va appeler un calcul au second ordre, eh bien, en fait, c'est faire un équilibre des efforts sur la structure déformée à l'état final, donc qui résulte d'une infinité d'ordres successifs, donc l'ordre 1 plus l'ordre 2 plus l'ordre 3, etc. Donc cette infinité d'ordres, c'est en fait ce qui se produit naturellement et immédiatement dans un problème réel.
mais nous, on ne sait l'envisager que de manière successive, en faisant un calcul au premier ordre, suivi d'un calcul au deuxième ordre, suivi d'un calcul au troisième ordre, etc. Donc c'est une approche purement, je dirais, théorique et humaine d'un phénomène qui se passe en une fois dans une vraie structure. Alors, tout ceci m'amène à devoir vous parler de deux hypothèses fondamentales que l'on va devoir faire dans le cadre de ce cours de mécanique des structures, l'hypothèse de linéarisation matérielle d'une part et l'hypothèse de linéarisation géométrique d'autre part. Alors, vous vous souvenez, je suppose, de ce graphique que je vous ai commenté dans la première partie de ce cours et qui provient d'un essai de traction sur une éprouvette d'acier, avec en abscisse les déformations relatives, donc les allongements de l'éprouvette d'acier, et en ordonnée la contrainte qui y règne. Alors, on avait vu que le comportement de l'acier était d'abord élastique, linéaire, réversible pour de très faibles déformations, et puis qu'on avait là toute une zone qui se comportait de manière élastoplastique jusqu'à avoir de grandes déformations relatives de l'ordre de 250 mm par mètre à la rupture. Alors, l'hypothèse de linéarisation matérielle, elle va consister à dire que le matériau va se comporter uniquement dans cette zone de comportement élastique réversible et linéaire, c'est-à-dire que la loi de Hooke est valable. Alors pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Pour deux raisons. D'une part, parce que ça nous garantit donc d'avoir des petites déformations du matériau, et donc cela nous garantit, pas tout à fait, je vais y revenir dans quelques secondes, que le calcul au premier ordre est valable, et aussi parce que si on part d'une loi qui est linéaire, c'est-à-dire donc cette fameuse loi de Hooke, on va pouvoir établir des relations qui sont, ou des formules si vous voulez, qui sont très simples. Les formules de flambement, les formules de flexion, etc. Tandis que si on partait d'une loi qui représente tout le comportement du matériau, eh bien, cette loi aurait une expression beaucoup plus complexe que la loi de Hooke, et donc on aurait évidemment beaucoup plus de difficultés à établir des relations simples à utiliser. Alors en fait, cette hypothèse, elle n'est pas tout à fait suffisante pour que le calcul au premier ordre soit valable. Pourquoi? Parce qu'il existe des structures dont les matériaux se déforment peu, mais qui néanmoins montrent de grands déplacements. Par exemple, c'est le cas de structures qui sont composées d'éléments qui sont longs et minces. Alors on va devoir donc faire une deuxième hypothèse, qui est l'hypothèse de linéarisation géométrique, et qui consiste simplement à considérer que les structures se déforment peu. Donc d'une part, les matériaux vont peu se déformer, et d'autre part, les structures vont peu se déformer. Alors, en résumé, donc la première hypothèse, celle de linéarisation matérielle, celle qui considère que la loi de Hooke est valable, elle permet l'établissement de formules simples, et les deux hypothèses ensemble, linéarisation matérielle et linéarisation géométrique, elles valident le calcul au premier ordre. Alors, j'en viens à la définition du principe de superposition, qui va être très utile dans le cadre de ce cours. Il découle des hypothèses de linéarisation matérielle et de linéarisation géométrique, et il dit ceci: les effets statiques, c'est-à-dire les efforts internes, les contraintes et les déplacements, engendrés par un ensemble d'actions, sont égaux à la somme algébrique des effets statiques engendrés par chacune des actions prises isolément. En d'autres termes, imaginons que sur une structure agissent à la fois du poids propre, de la neige et du vent. Si vous calculez cette structure avec toutes les charges qui s'y trouvent et que vous calculez les efforts internes, eh bien ces efforts internes, ou bien contraintes ou bien déplacements, seront en fait égaux à la somme des efforts internes, déplacements ou contraintes que vous trouvez dans chacune des structures qui a été calculée respectivement pour le poids propre, le vent et la neige. Alors, j'en viens au chapitre 12 qui concerne les appuis, les rotules, l'isostaticité et l'hyperstaticité. Alors, je vous fais déjà un petit commentaire sur la photo que vous voyez là, qui représente le pied d'un arc en bois lamellé collé, qui suspend le tablier d'une passerelle. Et vous avez ici une belle conception avec un arc en bois qui se prolonge sur une rotule au sens strict du terme, constituée d'éléments métalliques, de plats métalliques qui peuvent tourner autour d'une tige métallique, le tout étant encastré dans une fondation en béton. On a donc ici une composition qui est faite de trois matériaux,
selon un ordre bien précis et très logique. Alors, quels sont les types d'appui que l'on va considérer dans le cadre de ce cours, et de manière générale d'ailleurs dans le domaine de la mécanique des structures? Essentiellement 3 types d'appui qui se distinguent par le nombre de réactions qu'ils autorisent ou au contraire qu'ils bloquent. Souvenez-vous, une réaction doit toujours s'opposer à une action pour qu'une structure soit à l'équilibre. Alors l'appui à rouleau, lui, il est caractérisé par ce symbole-ci, et il autorise une seule réaction d'appui, qui est une réaction verticale. Alors on pourra évidemment avoir des appuis à rouleau qui sont horizontaux, avec des réactions d'appui horizontales ou même éventuellement obliques. L'appui à rotule, lui, il bloque 2 réactions, il autorise plutôt 2 réactions d'appui, la réaction verticale et la réaction horizontale, et il permet, tout comme l'appui à rouleau, à la structure de tourner, si elle le désire, sur l'appui. Et enfin, l'appui encastré, c'est un appui qui finalement autorise la naissance de 3 réactions d'appui, la réaction horizontale, la réaction verticale et également la réaction de moment qui va s'opposer à une rotation de la structure. Alors voici un petit peu plus en détail chacun des appuis. Donc l'appui encastré, je rappelle, voici son symbole. Il bloque 3 réactions d'appui. Alors pratiquement, comment est-ce qu'on peut le faire? Eh bien, par exemple, le plus simple, c'est d'aller, ça se fait pas souvent, mais bon, on pourrait par exemple simplement plonger un élément métallique, une colonne, dans un bloc en béton, et donc cette colonne serait encastrée dans ce bloc en béton. D'autres moyens existent, on vous parlera de tout cela abondamment dans d'autres cours. Par exemple, ici, vous avez une colonne métallique qui, pour pouvoir transmettre donc un moment dans la réaction d'appui, eh bien, est équipée à son extrémité d'un grand plat métallique qui est lui-même boulonné dans la fondation en béton. Alors dans l'espace, eh bien dans l'espace c'est le même principe, sauf que l'encastrement ici va générer 6 réactions d'appui. Donc les 3 déplacements selon les 3 axes seront empêchés, de même que les 3 rotations. Alors l'appui à rotule ici avec une photo qui est d'ailleurs celle que je vous ai déjà commentée un petit peu en début de ce chapitre. Donc cette photo montre un arc en lamellé collé, en bois lamellé collé, qui arrive sur une fondation en béton par l'intermédiaire ici d'une rotule métallique, donc qui est constituée de plats métalliques. Les uns sont encastrés dans le bois, les autres sont encastrés dans le béton. Et entre les deux, il y a une tige, ce qui fait que le pied de cet arc ici peut tourner librement. Alors on parle ici de quelques milli ou centièmes de radian, évidemment. Ce sont des rotations très très faibles, mais qui permettent à l'arc de vivre un petit peu sa vie, par exemple, de pouvoir respirer thermiquement, respirer entre guillemets thermiquement en fonction des saisons. Lorsqu'il y a du soleil, cet arc va augmenter sa longueur par dilatation et donc il va avoir envie finalement de tourner un petit peu autour de son appui et son appui va permettre cette rotation. Si ici nous n'avions pas de rotule, eh bien, en fonction des saisons par exemple, vous pourriez avoir une envie donc de cet arc de tourner un tout petit peu et s'il ne pouvait pas le faire, eh bien, il y aurait des moments fléchissants qui seraient créés. Et donc ça permet en fait d'assainir la manière dont les efforts se répartissent dans une structure et se dirigent vers les fondations. Voici un autre exemple d'appui à rotule. C'est une passerelle qui se trouve à Louvain-la-Neuve, à côté du parking Leclerc. Donc la structure est assez simple. Vous avez des portiques métalliques ici qui sont contreventés avec des croix, au-dessus desquelles viennent des grandes poutres métalliques, au-dessus desquelles encore viennent des prédales sur lesquelles est placé du béton. Alors je vais m'intéresser à ce qui se passe dans la tête ici de ces colonnes. Vous avez ici un zoom à gauche. Donc ces colonnes sont munies d'un plat métallique ici d'extrémité. Et puis vous avez une grande poutre qui arrive à droite, une grande poutre qui arrive à gauche. Et vous voyez que vous avez, alors on ne les voit pas bien, mais il y a ici un boulon, et il y a également, on trouve également ces 2 boulons de l'autre côté. Et ces boulons ont évidemment une tête et à l'autre extrémité des écrous. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est cette zone noire ici qui en fait représente un matelas de néoprène. Pourquoi? Eh bien justement parce que cela permet aux extrémités des poutres de pouvoir transmettre une réaction verticale tout en pouvant, si elles le désirent, tourner librement, de manière bien sûr
invisible ou quasiment invisible, mais suffisante que pour éviter des efforts parasites, des moments parasites. Et donc c'est de nouveau ici, vous avez finalement sur un appui qui est la tête de cette colonne, deux appuis à rotule qui concernent chacune des deux poutres. Alors l'appui à rouleau, lui, il ne permet la transmission que d'une réaction, par exemple une réaction verticale. Voici le symbole qu'on a vu tout à l'heure, on trouve parfois aussi ce symbole-ci. Alors ça, c'est le dessous d'un pont qui se trouve juste à côté du lac de Louvain-la-Neuve, où vous avez de grands tabliers en béton qui reposent sur des colonnes. Donc cette photo-ci vient en fait a été prise ici en haut, donc sur la photo générale ou là-bas. D'accord? Vous avez un grand trait noir là-bas. Ce grand trait noir, en fait, de nouveau, c'est un matelas de néoprène. Et ce matelas de néoprène, qu'est-ce qu'il permet? Eh bien, il permet au tablier du pont de se dilater à sa guise en fonction des saisons, c'est-à-dire en fonction finalement de la température. Hein, en été, ce tablier va s'allonger, en hiver, il va se rétracter, et donc il va avoir envie de bouger horizontalement sur ses appuis. S'il le fait sans que l'on place un dispositif particulier, eh bien, il va introduire dans les colonnes des moments fléchissants, des perturbations. Pour éviter cela et pour permettre que ce tablier se dilate de manière tout à fait indépendante des colonnes sans y générer autre chose qu'une réaction d'appui, on va y placer des matelas de néoprène, des espèces d'oreillers de plusieurs centimètres d'épaisseur en caoutchouc artificiel qui vont permettre ce mouvement horizontal. Et si ce mouvement horizontal est libre, eh bien, il n'y aura pas de réaction qui est associée. La seule réaction qu'on aura, c'est une réaction verticale. Alors, un petit exemple tout simple ici qui vous illustre la manière dont on calcule les réactions d'appui. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que des réactions d'appui peuvent se dessiner dans n'importe quel sens. Et puis, c'est le résultat du calcul qui vous dira si ce sens était correct ou pas. S'il était correct, le résultat du calcul vous donnera une valeur positive de la réaction d'appui. S'il est incorrect, le calcul vous donnera une réaction négative. Alors prenons ici un exemple tout simple. Alors on le voit en 2D, mais imaginez que vous ayez deux poutres AB qui sont parallèles, entre lesquelles se trouvent des sous-poutres de plus petite dimension, au-dessus desquelles se trouve une plaque de répartition avec une étanchéité éventuellement, et puis là au-dessus vous avez de la neige. Alors, on va s'intéresser à cette poutre AB qui reçoit finalement les réactions de ces poutres secondaires ici de plus petits gabarits. Alors voici le modèle statique, donc la poutre AB, on va dessiner les trois réactions d'appui AY, AX, MA selon un sens tout à fait arbitraire, et Q1, Q2, Q3, Q4 sont les réactions d'appui qui proviennent des petites poutres secondaires. Et puis on va aussi considérer le poids propre P de cette poutre AB. Alors on a la structure, sa géométrie, on a les réactions d'appui, on a les actions. Calculons maintenant ces réactions en établissant les trois équations d'équilibre. Alors, horizontalement, il ne se passe pas grand-chose puisque on retrouve seulement la réaction AX qui est toute seule et donc qui est nulle. Moins AX égale 0. Moins pourquoi? Parce qu'elle va vers la gauche, alors que le sens positif qui a été arbitrairement choisi est vers la droite. En vertical, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un AY qui est vers le haut, un P qui est vers le bas, et des Q qui sont vers le bas. Donc on va avoir un AY moins P moins la somme des QI, le tout est égal à 0. Et puis, au point de vue des moments, on va faire l'équilibre des moments par rapport au point A. Qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, dans le sens horlogique, on retrouve un MA là, qui est dans le sens inverse à la convention. Donc, on va avoir un moins MA dans l'équation. Ensuite, on a un P là qui agit avec un bras de levier de L' et qui a tendance, par rapport à A, à faire tourner la structure dans le sens horlogique, c'est-à-dire opposé à la convention. C'est pour ça qu'on va retrouver ici dans l'équation un moins P fois L'. Et puis on peut appliquer exactement le même raisonnement aux charges Q1, Q2, Q3, Q4, qui ont tendance, tout comme P, à faire tourner la poutre dans le sens horlogique, et donc on va avoir un moins la somme des QI fois leur bras de levier AI. Et tout ça, ça nous donne quoi? Quand on résout ce système, eh bien on va trouver donc AX égale 0, pas de réaction horizontale, AY égale P plus la somme des QI, la réaction est positive, ça veut dire qu'on l'a bien dessinée, elle est bien vers le haut. Et le moment fléchissant, eh bien vous voyez qu'il est en fait négatif. Pourquoi?
parce que MA a été dessiné arbitrairement dans le sens horlogique, alors qu'en réalité, la réaction se fait dans l'autre sens. Et donc je répète, parce que c'est très important, et puis ça peut vous simplifier la vie, que des réactions d'appui peuvent se dessiner dans n'importe quel sens. Le calcul vous donnera raison ou pas, et vous indiquera si ce sens doit être modifié ou pas. Ce que je vous encourage à faire dans chaque cas, c'est parce qu'après, ce qu'on va faire, c'est évidemment plus tard calculer les efforts internes dans ces structures, dans ces poutres, et donc je vous encourage à toujours redessiner les réactions d'appui dans leur sens physique. Ça vous simplifiera la tâche, c'est-à-dire que ici AX et AY, on va les laisser dans ce sens-là. Par contre, le MA, eh bien, vous avez intérêt à le redessiner avec la flèche dans l'autre sens, ce qui vous permettra plus tard de ne pas vous tromper quand vous calculez les efforts internes. Alors, parlons maintenant d'isostaticité et d'hyperstaticité, et je vais préciser externe, ou encore isostaticité, hyperstaticité des appuis. Alors, je vais considérer une structure qui est quelconque, qui est une espèce de boîte noire, et qui est soumise à des actions, et qui est le siège de réaction au niveau de ses appuis. Alors, je dispose de 3 équations d'équilibre, l'équation d'équilibre horizontale, l'équation d'équilibre verticale et l'équation d'équilibre des moments. Donc, 3 équations ne peuvent évidemment déterminer que 3 inconnus. Et donc, une structure plane, donc 2D, sera isostatique externe si et seulement si il n'y a que 3 réactions d'appui à déterminer. Okay? Parce que si j'en ai plus que 3, eh bien, il va me manquer des équations pour le déterminer. Donc, le degré d'hyperstaticité externe, c'est le nombre total de réactions d'appui, moins 3, tout simplement. Alors, voici quelques exemples de calcul d'hyperstaticité externe. Voici une poutre encastrée à gauche. Alors, j'ai un appui encastré, donc 3 réactions. 3 moins 3, ça me donne 0. Cette poutre est isostatique. La même poutre, mais à laquelle je viens placer un appui à rouleau à l'extrémité, je vais avoir 3 plus 1 égale 4 réactions d'appui. 4 moins 3 égale 1. Cette structure est hyperstatique une fois. Cette fois-ci, je viens y placer un appui à rotule plutôt qu'un appui à rouleau à l'extrémité. Je vais avoir 3 plus 2 égale 5 réactions d'appui. 5 moins 3 égale 2. Cette structure est hyperstatique 2 fois. Cette fois, j'ai un appui encastré à gauche, un appui encastré à droite. 3 réactions d'appui plus 3 réactions d'appui nous donne 6 degrés d'hyperstaticité. 6 moins 3 égale 3. Une simple poutre isostatique sur 2 appuis. J'ai 2 réactions d'appui à gauche, une réaction d'appui à droite, ça fait 3. 3 moins 3, 0. Cette poutre est bien isostatique. Un portique avec un encastrement à gauche, un appui à rotule à droite. J'ai donc 3 plus 2 égale 5. Réaction d'appui, 5 moins 3 égale 2. Cette structure est hyperstatique 2 fois. Alors, 2 réactions d'appui plus une réaction d'appui, ça fait 3. 3 moins 3, 0. Ce portique est isostatique. Alors, ici, en dessous, ce sont des cas un petit peu particuliers. J'ai une réaction d'appui à gauche, une réaction d'appui à droite, c'est-à-dire 2 réactions d'appui au total. 2 moins 3 me donne moins 1. J'ai un petit problème. En fait, ma structure est instable. Elle est hypostatique. Il suffit qu'il y ait un petit peu de vent qui souffle sur la structure ou un petit oiseau qui vient s'y poser pour que la structure parte horizontalement, roule indéfiniment à droite ou à gauche. Ici, c'est un cas particulier également. J'ai 3 réactions d'appui, une à chaque appui, 3 moins 3, 0. Cette structure est isostatique, mais elle reste instable. Vous voyez qu'elle peut se mettre à rouler indéfiniment à droite ou à gauche. Ce qui nous pousse à dire que l'isostaticité n'est pas une condition suffisante pour qu'une structure soit stable. Et enfin, ce dernier cas qui est tout à fait particulier, j'ai 2 réactions d'appui à gauche, une réaction d'appui à droite, donc 3 réactions d'appui, 3 moins 3 égale 0. En fait, cette structure est isostatique et elle peut être stable, mais elle ne va être stable qu'au prix d'un déplacement vertical important de cet appui à rouleau qui va faire en sorte que cette structure va s'écarter et va alors soit finalement finir par se stabiliser, mais sous de grands déplacements verticaux, soit se rompre. Alors, j'en viens à la notion de rotule.
vous avez vu que certains appuis comme l'appui à rouleau et l'appui à rotule eh bien, comportent déjà une rotule, mais ces rotules peuvent se retrouver ailleurs que sur des appuis. Alors je vous montre cette photo ici d'un arc en bois lamellé collé. C'est en fait l'arc qui a servi à vous montrer les photos précédemment commentées. On avait tout à l'heure commenté l'appui à rotule qui se trouvait ici à la naissance de l'arc. Regardons maintenant ce qui se passe au niveau de la clé de l'arc. Alors si on fait un zoom, vous avez ici une conception qui est assez bien faite avec une rotule métallique dont chacune des parties est encastrée dans le bois. Et ici, entre les deux parties métalliques, vous avez de nouveau une tige métallique qui permet en fait aux deux parties de l'arc de tourner entre guillemets l'une par rapport aux autres, à l'autre, si l'arc le désire entre guillemets. C'est-à-dire que par exemple, je reviens avec ces histoires de dilatation thermique, cet arc en été va être en plein soleil et en hiver il va être dans le froid, et donc en fonction des saisons, cet arc va avoir une longueur totale qui va varier. En hiver, il va se contracter, en été, il va se gonfler, et donc il va avoir envie de modifier sa longueur, modifier sa géométrie. Et comme vous avez une rotule au niveau des appuis et une rotule au niveau de la clé, eh bien cet arc va pouvoir bouger tout à fait librement sans générer d'efforts supplémentaires dans la structure. De même, si vous avez un tassement d'appui, par exemple suite à une crue de la rivière, un tassement des fondations, eh bien cet arc va descendre ici au niveau de ses appuis et va tourner légèrement au niveau de sa clé qui est au sommet de l'arc. Et donc c'est une manière quelque part d'avoir des structures qui se comportent de manière tout à fait saine. Ça permet aussi évidemment d'un point de vue constructif d'amener sur chantier 4 demi-arcs facilement transportables plutôt que des grands arcs qui vont être difficiles à placer et à transporter, placer sur un camion et à transporter. Alors voici ici toute une série de schémas statiques, on en verra beaucoup d'autres dans le cadre de ce cours, qui vous illustrent des structures dans lesquelles il y a des rotules à certains endroits, et ces rotules ne sont jamais placées de manière innocente, elles sont placées à ces endroits pour une bonne raison, qui est de vouloir annuler au niveau de la rotule la transmission d'un moment fléchissant et de pouvoir aussi permettre des rotations de la structure, mais qui sont en général de l'ordre du très petit déplacement invisible, mais qui sont quand même importantes. Alors, je viens de vous expliquer que les rotules peuvent être fort utiles pour avoir des efforts internes qui transitent de manière convenable dans une structure, des structures qui se comportent de manière saine. Alors, les rotules, elles permettent également de diminuer, si on le désire, le degré d'hyperstaticité des structures. Pourquoi c'est utile? Tout simplement, dans votre cas, vous serez, dans le cadre de ce cours de mécanique des structures, capable de résoudre, donc calculer les efforts internes et les déplacements, des structures isostatiques, mais pas hyperstatiques. Pour ça, il faudra attendre le cours de stabilité des structures. Donc, il est important, quand vous voyez une structure, de savoir si elle est isostatique ou hyperstatique. Alors, quand on regarde cette structure toute simple, et en particulier ses appuis, on voit qu'elle est hyperstatique externe une fois, puisqu'on a deux réactions à gauche, deux réactions à droite, donc 2 plus 2, 4, 4 moins 3, 1. Mais la présence de la rotule va en fait diminuer le degré d'hyperstaticité globale de la structure de 1 à 0 et vous permettre, si vous le désirez, de calculer cette structure. Alors je vous le démontre. Je vais pour cela faire une première chose, c'est extérioriser les réactions d'appui, donc remplacer les appuis par des réactions que je vais considérer comme des efforts externes, AY, CY, CX, et ensuite je vais encore séparer la structure en deux sous-structures, en voyant bien qu'au niveau de la rotule, déjà je n'ai pas de transmission de moment, mais j'ai des efforts qui vont agir dans des sens opposés, donc l'effort BX est l'effort qui agit de droite à gauche sur la structure de gauche et qui provient de la structure de droite, et inversement, BX est aussi l'effort qui agit de gauche à droite sur la structure de droite et qui provient de la structure de gauche, et je peux faire le même raisonnement pour BY. Et donc j'ai finalement deux structures dans lesquelles au total j'ai 6 réactions d'appui, AX, AY, BX, BY, CX, CY. Mais avec deux sous-structures, je peux établir pour chacune d'elles 3 équations d'équilibre, ce qui me donne donc au total 6 équations d'équilibre pour 6 inconnues, ce qui me montre que ma structure, globalement, eh bien, elle est bien isostatique globale. Donc en résumé, cette structure est hyperstatique une fois externe,
mais grâce à la rotule en B, elle est isostatique globale, et donc je peux, avec les moyens que je vais apprendre dans ce cours de mécanique des structures, je peux la résoudre. Alors, voici quelques exemples. Vous avez ici à gauche une poutre bi-encastrée dont le degré d'hyperstaticité externe est donc 3 plus 3, 6, 6 moins 3, 3. C'est aussi son degré d'hyperstaticité globale. Si je mets une rotule, eh bien, ce degré d'hyperstaticité globale va passer de 3 à 2. Voici un autre exemple avec un portique qui est hyperstatique 2 fois. J'ai 3 réactions d'appui à gauche, 2 réactions d'appui à droite. 3 plus 2, 5. 5 moins 3, 2. Si je place une rotule ici au milieu du portique, eh bien, ce degré d'hyperstaticité diminue de 2 à 1. Un troisième exemple ici, j'ai une structure qui est à la base isostatique, avec 2 réactions d'appui à gauche, 1 réaction d'appui à droite, donc 2 plus 1, 3, 3 moins 3, 0. Si je viens y placer une rotule dans la partie supérieure ou même n'importe où ailleurs, eh bien, ce degré d'hyperstaticité globale passe de 0 à moins 1. La structure est complètement instable. Alors, voici d'autres exemples que je fais avec vous. Voici un portique avec 4 réactions d'appui. 4 moins 3, ça fait 1. L'hyperstaticité externe est égale à l'hyperstaticité globale et elles valent 1. Alors, un portique similaire, mais dans lequel je mets une rotule, donc je vais avoir un degré d'hyperstaticité externe qui vaut 2 plus 2, 4, 4 moins 3, 1. Donc, de manière externe, le portique est hyperstatique. Par contre, j'ai une rotule, donc 1 moins 1, 0. Cette structure est globalement isostatique. Alors, ici, j'ai 4 réactions d'appui, toujours. 4 moins 3, 1. Donc, la structure est hyperstatique externe une fois. Par contre, je rajoute 2 rotules. Donc, 1 moins 2, ça fait moins 1. Cette structure est donc hypostatique, elle est instable. Elle va s'effondrer malgré le fait qu'elle soit hyperstatique une fois de manière externe. Alors, un autre portique, qui est en fait un cas similaire, mais avec une géométrie différente donc de celui-ci. Donc, 4 réactions d'appui. 4 moins 3, ça fait 1. La structure est hyperstatique externe une fois, mais j'ai une rotule, donc la structure est isostatique globalement. Alors voici un portique avec 6 réactions d'appui, donc 3 plus 3, ça fait 6, 6 moins 3, 3. La structure est hyperstatique 3 fois de manière externe, par contre j'ai 2 rotules, 3 moins 2, 1. J'ai une structure qui est globalement hyperstatique une fois. Alors ici un portique avec 4 réactions d'appui, 4 moins 3, 1, donc on a une hyperstaticité externe qui vaut 1. J'ai 2 rotules, 1 moins 2, ça fait moins 1. La structure est hypostatique, elle est complètement instable. C'est une situation qui est tout à fait similaire à celle qui est ici en haut à droite. Et le dernier exemple est un portique avec 6 réactions d'appui, donc 6 moins 3, ça fait 3. Il y a une rotule, 3 moins 2, ça fait 2. Cette structure est hyperstatique 3 fois de manière externe, mais hyperstatique seulement 2 fois de manière globale. Alors, voici la situation particulière des poutres horizontales chargées verticalement. Je suis ici dans un monde où les efforts horizontaux n'existent pas. Pas d'effort normal dans les poutres, pas de réaction d'appui horizontale, et je n'ai pas non plus la possibilité d'établir une équation des efforts horizontaux. Donc, je n'ai que 2 équations d'équilibre. Mes appuis à rotule ne génèrent qu'une seule réaction d'appui et pas 2, et mes appuis encastrés ne génèrent que 2 réactions d'appui et pas 3. Alors si je fais ça, eh bien, regardons ce que ça donne. Voici ici une poutre qui est bi-encastrée, avec 2 réactions d'appui à gauche, 2 réactions d'appui à droite, donc 4. 4 moins 2 équations, 2. Mon degré d'hyperstaticité globale est 2. Alors, si j'avais des efforts obliques, par exemple, sur cette poutre, qui génèrent des efforts horizontaux, mon degré d'hyperstaticité globale serait de 3 et pas 2. Alors voici une poutre sur 2 appuis, une réaction à gauche, une réaction à droite, 2, 2 moins 2, ça fait 0. Ma structure est complètement isostatique. Elle le serait d'ailleurs également si j'avais des efforts obliques. Poutre encastrée à gauche, 2 réactions d'appui, 2 moins 2 équations, ça fait 0. Cette structure est isostatique globalement. Elle le serait aussi d'ailleurs si j'avais des efforts obliques et donc des efforts horizontaux, des efforts internes horizontaux sur ma poutre. Alors voici une poutre qui se trouve sur 4 appuis. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 réactions d'appui. 4 moins 2, 2. Ma structure est hyperstatique externe 2 fois, mais par contre, j'ai 2 rotules, donc 2 moins 2 égale 0. Globalement,
cette structure est isostatique. Alors voici ici deux réactions d'appui à gauche, une à droite, donc 3, 3 moins 2, 1. Cette structure est hyperstatique globalement une fois. Elle le serait d'ailleurs également. Vous pouvez vérifier si j'avais des efforts obliques. Alors ici, 2 plus 1, ça fait 3, 3 moins 2, 1. La structure est hyperstatique une fois. Son degré d'hyperstaticité globale serait de 2 si des efforts obliques étaient appliqués sur la structure avec des composantes qui produisent des efforts horizontaux. Vous pouvez le vérifier. Alors ici, j'ai 3 réactions d'appui, 3 moins 2, 1. Cette structure est hyperstatique une fois. 2 réactions plus 1, ça fait 4. 4 moins 2, 2. La structure est hyperstatique 2 fois, et elle le serait également 2 fois si j'avais des efforts horizontaux provenant par exemple d'efforts obliques de nouveau. Et enfin, voici une structure qui est sur 4 appuis, donc j'ai 4 moins 2, 2. La structure est hyperstatique 2 fois, et le serait aussi 2 fois si des efforts horizontaux étaient générés. Alors, nous voici au chapitre 13 qui concerne les caractéristiques géométriques des sections, comme l'air, l'inertie, le moment statique, etc. Alors, pourquoi est-ce que ces caractéristiques géométriques des sections sont vraiment très importantes dans le cadre d'un cours de mécanique des structures? Eh bien, parce qu'elles permettent de transformer les efforts internes en contraintes. Alors, vous avez déjà ici un exemple de section un petit peu particulière, qui est une section de tablier de pont. Et c'est une section en caisson. Pourquoi une section en caisson? Eh bien parce que c'est une forme qui permet, pour des efforts donnés, de diminuer, minimiser les contraintes et les déformations de la structure. Je m'en voudrais de ne pas faire un petit rappel sur la notion de centre de gravité ou de centre géométrique. Ce sont des notions en fait très similaires, hein. Le centre de gravité se rapporte plutôt à une section qui a de la matière, qui a de la masse, tandis qu'un centre géométrique est plutôt une notion relative à une forme qui est dépourvue de masse. Vous savez depuis longtemps comment trouver intuitivement la position du centre de gravité d'une section simple. Lorsqu'il s'agit d'une section un petit peu plus compliquée, il faut passer par la notion de moment statique que vous connaissez aussi. Alors un moment statique se rapporte toujours à un axe. Donc si je prends ici une section un petit peu particulière, comme une section en T par exemple, je vais commencer par tracer deux axes n'importe où, deux axes x, y n'importe où. Et ce que je voudrais trouver, c'est la position YG et XG du centre de gravité, donc par rapport à ces axes. Alors les moments statiques, eh bien, ils se calculent comme suit. Donc le moment statique de la section par rapport à l'axe X, c'est l'intégrale des Y dA, dA étant un élément de surface infiniment petit. Et le moment statique de la section par rapport à l'axe Y est égal à l'intégrale des X dA. Et pour trouver la position du centre de gravité, eh bien c'est très simple, il suffit de faire le rapport entre chacun des moments statiques et la section A. Alors, voici les définitions mathématiques des caractéristiques géométriques des sections. L'air, vous savez toutes et tous ce que c'est. Hein, c'est l'intégrale des dA, dA étant un petit élément de matière ou de surface ici infiniment petit. Elle s'exprime évidemment en mètres carrés ou en millimètres carrés. L'inertie, appelée parfois moment d'inertie, est toujours liée à un axe. Par exemple, l'axe X ou l'axe Y, c'est l'intégrale des distance au carré fois les éléments d'air, donc par rapport à l'axe X, ça donne l'intégrale des Y carrés des A, et par rapport à l'axe Y, ça donne l'intégrale des X carrés des A. Elle s'exprime toujours en mètre 4 ou en millimètre 4. Le produit d'inertie, il est toujours lié finalement à deux axes perpendiculaires, c'est l'intégrale des X, Y, dA, s'exprime donc en mètre 4 ou en millimètre 4, et il est nul si l'un des deux axes passe par le centre de... Pardon, est un axe de symétrie de la section. Après, on a l'inertie polaire qui est liée à un point et non plus à un axe. C'est l'intégrale des distances au carré de tous les petits éléments de surface par rapport à ce point, donc l'intégrale des R carré des A, et elle s'exprime aussi en mètre 4 ou en millimètre 4.
Alors, notons que cette inertie polaire est parfois aussi appelée inertie de torsion ou encore moment quadratique ou encore moment d'inertie en torsion. Une petite remarque, c'est que l'inertie polaire est égale en fait à la somme des deux inerties par rapport à chacun des deux axes x, y, d'ailleurs quel qu'il soit, puisque le carré du rayon est toujours égal à la somme de x carré et de y carré. Alors, quelques notions intéressantes pour pouvoir calculer facilement l'inertie de section. Alors, tout d'abord, l'inertie d'une section rectangulaire, qu'est-ce qu'elle vaut? Donc, je considère ici l'inertie par rapport à l'axe x, passant par le centre de gravité. Donc, l'intégrale des y carré des a est égale à l'intégrale entre moins h demi et plus h demi de y carré fois un élémentaire b dy, dy étant une hauteur ici infinitésimale prise le long de l'axe vertical y. Et quand vous faites cette intégrale, vous obtenez bh³ sur 12. Et je vous encourage à retenir absolument cette expression, I égale bh³ sur 12. Vous vous en servirez dans plusieurs cours. Autre chose très utile, c'est le théorème des axes parallèles qui permet de calculer l'inertie d'une section par rapport à un axe qui n'est pas parallèle, qui ne passe pas par le centre de gravité de la section. Par exemple, l'axe x ici, qui est décalé d'une distance d par rapport à l'axe x0 qui passe par le centre de gravité. Dans ce cas-là, l'inertie de la section par rapport à l'axe x est égale à l'inertie de la section par rapport à l'axe x0 plus a fois d carré. Alors, ce petit théorème va nous aider, par exemple, à calculer facilement l'inertie de sections qui sont composées de morceaux rectangulaires, comme par exemple une section en I. Puisqu'une section en I, finalement c'est deux semelles et une âme. Alors ici, l'inertie de la section, c'est l'inertie de l'âme, que l'on peut calculer avec la formule bh³ sur 12, plus 2 fois l'inertie d'une semelle, mais comme elle est décalée par rapport au centre de gravité, pour l'inertie d'une semelle, il faudra évidemment utiliser le théorème des axes parallèles. Et l'inertie totale, c'est la somme des trois morceaux. La somme de l'inertie de l'âme plus 2 fois l'inertie d'une semelle. Alors on pourrait faire ça de manière différente et peut-être plus simple aussi, en considérant qu'une intégrale, finalement, c'est une somme, mais ça peut être aussi une différence. Ici, l'inertie d'une section en I, finalement, c'est l'inertie du rectangle dans lequel s'inscrit la section en I, moins 2 fois l'inertie des rectangles ici blancs qui correspondent en fait à de l'air et pas de la matière. Et donc si on fait ça, c'est assez facile puisque d'une part l'inertie du rectangle complet vaut bh³ sur 12 et puis l'inertie des petits rectangles ici elle est aussi facilement calculable avec la même formule bh³ sur 12 à condition évidemment d'adapter le b et le h. Et là, on ne doit même pas utiliser le théorème des axes parallèles. On a une formule qui, a priori, comme ça, a l'air un petit peu compliquée, mais qui finalement est très simple. C'est en fait une simple application de la formule bh³ sur 12. Alors, je viens de vous dire que l'inertie était toujours calculée par rapport à un axe. Et donc, ici, on va prendre une section rectangulaire pour se simplifier la vie, de largeur b, de hauteur h. Et on va considérer un axe fixe qui est l'axe horizontal et on va faire tourner la section rectangulaire autour de son centre de gravité placé sur l'axe avec un angle alpha donc, qui varie de 0 à 360 degrés. Et à chaque variation de cet angle, on va calculer l'inertie de la section par rapport à l'axe horizontal. Alors si on fait ça et qu'on représente les résultats dans un graphique, eh bien, voici ce qu'on va obtenir. Donc, en abscisse, vous avez l'angle alpha qui varie de 0 à 360 degrés. Et en ordonnée, vous allez avoir l'inertie. Alors, cette inertie, vous allez voir qu'elle va varier entre deux valeurs extrêmes. Alors, pour alpha égale 0, on va retrouver le bh³ sur 12. On a mis l'ordonnée ici à une échelle telle qu'au maximum, on a 1. D'accord? Et puis, si alpha vaut 90 degrés, on va tomber à une valeur minimale de l'inertie qui vaut en fait hb³ sur 12, et ainsi de suite. On va voir que pour toutes les variations de alpha, l'inertie varie en fait entre deux valeurs extrêmes, une valeur minimale et une valeur maximale. Alors les deux axes pour lesquels cette inertie est minimale ou maximale, pour une section rectangulaire, ce sont les deux axes qui passent évidemment par le centre de gravité et qui sont les axes, je dirais, principaux, ceux que je suis en train de montrer là sur la figure. Par rapport à alors ces deux axes vont s'appeler axes d'inertie principaux. Et donc
pour la section rectangulaire, les axes d'inertie principaux correspondent respectivement à une inertie maximale de bh³ sur 12 et une inertie minimale de hb³ sur 12. Et on va retrouver cette notion pour des sections de forme quelconque. Vous avez par exemple ici une cornière. Et bien pour une cornière, vous allez avoir des axes principaux d'inertie qui ont cette allure-ci et qui correspondent donc, comme je le disais, à deux inerties, respectivement maximale et minimale. Alors, quels sont les différents types de profilés métalliques qu'on peut rencontrer? On a des profilés tubulaires, de section circulaire ou carrée. On a des profilés en cornière, on a des profilés en nu, et on a aussi des profilés en nid. Alors, le profilé en nid, il est très intéressant parce que il a une grande inertie avec peu de matière. Alors, les deux tôles ici horizontales, ça s'appelle les semelles, et la tôle verticale, ça s'appelle lame. Alors, on distingue différents types de profilés en nid. Il y a d'abord les IPE, qui sont des profilés qui ont une grande hauteur par rapport à la largeur. On utilise ces profilés quand on a besoin d'une grande inertie, uniquement selon l'axe horizontal, donc l'axe Y ici. Par contre, on pourrait avoir besoin de deux choses. Par exemple, vouloir augmenter l'inertie par rapport à l'axe Y sans augmenter la hauteur de la section, ou bien avoir besoin, pour différentes raisons, d'inertie aussi selon l'axe Z, donc dans l'autre axe. Et donc, dans ce cas-là, on va augmenter la largeur des semelles et aussi leurs épaisseurs. Et ça, ce sera ce qu'on appellera les profilés de type HE. Je vais y venir dans quelques secondes. Alors, dans les tableaux ici, vous avez ligne par ligne, pour chacun des types d'IPE, vous avez toute une série de choses qui sont données. Vous voyez, l'IPE 80 ici a une masse de 6 kg par mètre, et l'IPE 800 a une masse de 122 kg par mètre, ce qui est déjà important. Vous avez ici l'aire de la section, 764 mm², l'inertie par rapport à l'axe Y, donc 0,801 x 10 exposant 6 mm². D'autres choses dont je parlerai plus tard. Ici, vous avez le module de flexion, j'y reviendrai. Il servira à calculer les contraintes de flexion. Ces colonnes-ci sont relatives à tout ce qui se passe selon l'axe Z, alors que celles-ci sont relatives à ce qui se passe selon l'axe Y. Vous avez également, dans le tableau de droite, toutes les dimensions de la section. Alors, voici les fameux profilés HE. Alors, il y en a de différents types, de nouveau HEA, HEB ou HEM. Ce qui les distingue, c'est une épaisseur croissante de semelles et d'âmes. Donc, vous voyez ici que ces profilés, comme je le disais il y a quelques secondes, sont des profilés qui sont plus larges que les IPE. Globalement, la largeur est plus ou moins équivalente à la hauteur. Ça permet d'avoir de l'inertie selon les deux axes, et ça permet aussi d'avoir une inertie selon Y avec une section qui n'est pas trop haute. Voici les profilés HEB. Alors, la seule chose que j'ai envie de dire ici, c'est que quand vous observez ici cette section, ben vous voyez que les semelles sont plus épaisses que pour le HEA, ainsi que l'âme. Et on a aussi des profilés de type HEM, où c'est exactement le même principe, c'est d'encore épaissir l'épaisseur des semelles et de l'âme. Alors voici des tableaux qui correspondent aux profilés métalliques ronds. Pas grand-chose à y dire, à part que vous avez de nouveau pour tous les types de profilés toute une série de choses qui sont données, l'air, l'inertie, le module de flexion, etc. Les profilés carrés, idem. Faites un arrêt sur image si vous le désirez pour regarder les détails du tableau. Et j'en viens au chapitre 14 qui concerne les notions de sécurité et en particulier les notions de coefficient de sécurité. Alors, je vais vous lire les deux phrases qui sont écrites ici. Dans un ouvrage, les sollicitations extrêmes en service, c'est-à-dire dues aux actions qui correspondent à l'utilisation normale de celui-ci, doivent être notablement moindres que celles qui provoquent l'effondrement. Alors, c'est une chose évidente, mais il faut évidemment jamais l'oublier. Alors, la seconde phrase est celle-ci. Une structure présente un coefficient de sécurité gamma vis-à-vis de l'effondrement si les valeurs des actions maximales durant l'utilisation normale de la structure sont telles qu'en les faisant croître de 1 à gamma, l'effondrement survient. Alors voici un exemple qui illustre cette notion de sécurité, ou plutôt ici d'insécurité, puisqu'il s'agit d'une ouverture dans un mur fait de blocs en béton, au-dessus de laquelle il n'y a pas
de linteau. Alors un linteau, c'est quoi? C'est une poutre en béton souvent, mais ça peut être en bois ou en acier. Une poutre dont le but est de rediriger les charges qui arrivent au-dessus de l'ouverture vers la droite ou vers la gauche. On voit ici que les blocs en béton tiennent un petit peu par le Saint-Esprit là, et sont suspendus aux blocs qui sont au-dessus. Je n'irai certainement pas m'asseoir dans cette ouverture ou même passer la tête. Alors, voici d'autres exemples qui vous illustrent l'importance des coefficients de sécurité. Tout d'abord, les actions peuvent être plus importantes que celles que vous avez considérées lors du dimensionnement de la structure. Voici ici une photo qui montre qu'il y a un camion là, qui est passé sur une passerelle et qui était manifestement plus lourd que les charges qui avaient été considérées pour cette passerelle. Ça peut toujours évidemment arriver et vous n'êtes pas maître de ces situations quand vous dimensionnez une structure. Alors, parlons des matériaux. Imaginons que vous faites un essai de compression sur 100 échantillons, par exemple de bois. En abscisse, vous allez représenter leur limite de rupture et en ordonnée ici le nombre d'échantillons qui se sont rompus pour chacune des limites de rupture que vous considérez. Eh bien, pour tous les matériaux, vous aurez un certain étalement de cette courbe. Par exemple, si vous prenez un matériau bois qui est un matériau plutôt naturel, cette courbe sera fortement étalée. Il y aura des échantillons avec une très grande résistance et des échantillons avec une petite résistance. Alors évidemment, si pour le dimensionnement, vous choisissez une résistance donnée, eh bien, vous n'êtes jamais certain. Une probabilité existe, même si elle est faible, pour que votre matériau qui sera mis en œuvre ait une résistance plus petite que celle que vous avez considérée pour le dimensionnement. Et puis, vous pouvez avoir des problèmes de production, un béton qui est mis en place peut-être à une température trop faible, ou bien un acier qui va subir de la corrosion pendant la vie de l'ouvrage, des défauts qui seront invisibles, imprévisibles, un vieillissement prématuré des matériaux, une fatigue des matériaux, etc. Bref, toute une série de choses qui font qu'un coefficient de sécurité doit être placé sur les résistances des matériaux. Alors, on a également des incertitudes qui peuvent se faire sur la modélisation des structures. Je vous montre un exemple tout simple que vous allez comprendre immédiatement. Voici une colonne en béton armé qui est encastrée dans une fondation. Alors, est-ce que c'est un appui à rotule ou est-ce que c'est un appui encastré? Alors, si cette fondation est petite, peu volumineuse et se trouve elle-même dans un sol peu consistant, eh bien, ce sera plutôt un appui à rotule. Rien ne va empêcher le bas de cette colonne de tourner éventuellement si il a envie de tourner. Par contre, si cette colonne est encastrée dans un énorme massif en béton lui-même placé dans un sol très consistant, eh bien là, on aura plutôt affaire à un appui encastré. Et donc, il existe toute une série d'incertitudes de modélisation. Hein. L'hypothèse peut être fausse, c'est-à-dire que la différence entre votre modèle et la réalité peut être importante. Vous pouvez avoir des calculs qui sont non réalistes, des calculs dans lesquels vous faites des erreurs. Vous pouvez avoir finalement des structures qui parfois sont tellement complexes, des structures architecturales parfois tellement complexes que vous dépassez les limites des capacités des logiciels, etc. Alors ici un dernier exemple qui représente les défauts d'exécution. Vous avez ici l'exemple d'une dalle préfabriquée qui est censée être posée sur deux appuis qui auraient dû être au même niveau. Hein. Imaginez ici que vous êtes sous la dalle et que vous regardez la tête en haut, la tête vers le haut. Et ici, vous voyez que cette dalle, en fait, ne repose pas sur l'appui de droite. Vous voyez qu'il y a un espace dans lequel vous pourriez placer la main, ce qui fait qu'en fait, cette dalle repose seulement sur un petit morceau plutôt que de reposer sur deux appuis voisins. Et donc, vous voyez que les réactions d'appui vont être plus importantes ici à gauche. Et vous voyez même une fissure qui est en train d'apparaître ici. Alors, lié à cette notion de sécurité et de coefficient de sécurité, tout ce qui est état limite. Alors, état limite ultime et état limite de service. Alors, quand un état limite est dépassé, cela veut dire qu'il faut soit détruire la structure, soit la rénover. Alors, on distingue les états limites ultimes des états limites de service. Un état limite ultime, c'est un état dans lequel se trouve la structure juste avant un effondrement. Donc il y a urgence, il faut évacuer la structure et il faut la réparer ou au pire la détruire et la reconstruire. Un état limite de service, c'est un état limite qui correspond à un état où il n'y a pas un danger pour les usagers, mais où la structure, l'ouvrage n'est plus capable de remplir ses fonctions. Par exemple, des fonctions d'étanchéité, des fonctions d'isolation,
des fonctions de confort. Hein. Imaginez une passerelle sur laquelle vous promeniez et qui commence à vibrer. Voilà, là on dépasse un certain état limite de service. Voici ici une photo qui vous montre un pont en béton qui a flué dans le temps. Donc c'est une déformation qui se passe sur du long terme. Eh bien, vous pourriez avoir de l'eau qui s'accumule sur le tablier du pont et qui fait en sorte que vous ayez du gel en hiver et que ça devienne dangereux. D'accord? Donc toute une série de choses qui peuvent être désagréables, des venues d'eau, des bris de vitres, de la fissuration, des vibrations, etc. Alors, ces notions de sécurité et d'état limite, ultime ou de service, nécessitent une approche dite probabiliste des choses, c'est-à-dire que on va essayer de déterminer quelle est la probabilité pour que des événements préjudiciables à la structure surviennent. Quelle est la probabilité pour que cette structure ici, cette passerelle, s'écroule avec tous ces usagers dessus? Quelle est la probabilité pour que ce pont-là s'écroule également? Quelle est la probabilité pour que cet avion s'écrase? Quelle est la probabilité pour que ce camion-là passe à travers le tablier qui est en réparation justement à ce moment-là? Donc définir la sécurité d'un ouvrage, c'est en fait évaluer la probabilité que celui-ci atteigne un état limite au cours de sa durée de vie. Et cette probabilité, c'est pas vous ni moi qui allons la définir. En fait, elle a fait l'objet d'études au cours des années, des décennies précédentes, et on va retrouver dans des normes, dans des codes de calcul, les valeurs des coefficients de sécurité à prendre en compte qui, en fait, découlent de ces études probabilistiques. Alors, j'en viens à une notion extrêmement importante que l'on va retrouver tout au long de ce cours de mécanique des structures, qui est la notion de dimensionnement des éléments structuraux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, dimensionner? Simplement, ça veut dire donner des dimensions, c'est-à-dire donner une section aux éléments qui vont composer la structure. Alors ici, je vais prendre le cas simplifié, et d'ailleurs, je vais faire une approche simplifiée, euh, qui concerne un élément qui est en traction, et cette traction provient de trois types d'efforts différents. Un effort qui vient de poids propre, un effort qui vient de la neige quelque part sur la structure et un effort qui vient du vent qui agit quelque part sur la structure. Et donc ce que je voudrais, c'est déterminer l'aire de cet élément tel que la probabilité de rupture de cet élément soit acceptable et même plus qu'acceptable, c'est-à-dire soit réduite presque à zéro. Alors pour ça, j'ai besoin d'une notion qui est la notion de limite d'élasticité. J'en ai déjà parlé un petit peu précédemment. Alors, limite d'élasticité, limite de rupture, dans le cadre de ce cours, on va dire que c'est plus ou moins la même chose. C'est en tout cas la limite supérieure de la zone élastique réversible linéaire qui concerne la loi de Hooke. J'en ai parlé déjà plusieurs fois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la sécurité à deux endroits. Et cette sécurité que l'on met à deux endroits va être censée couvrir tous les types d'incertitudes que l'on va retrouver dans ce problème de construction. Alors je vais multiplier chacun des efforts de neige, de vent et de poids propres par un coefficient de sécurité qui lui est propre et qui dépend des incertitudes sur le poids propre, c'est-à-dire par exemple sur la masse volumique du matériau, des incertitudes sur les chutes de neige, des incertitudes sur la force du vent. Et donc, ces actions que je vais cumuler ici en une certaine combinaison de charges, je vais les diviser par l'aire de la section pour obtenir ainsi une contrainte qui finalement résulte d'efforts pondérés. Pondérés, ça veut dire qui ont été multipliés par des coefficients de sécurité. Et ça, c'est une contrainte que je vais devoir comparer à la contrainte que le matériau peut supporter. Et donc, je vais la comparer à cette fameuse valeur FE, mais divisée par un coefficient de sécurité qui, lui, intègre en fait l'incertitude sur le matériau. Donc on va dire que les gamma pp, gamma neige et gamma vent pondèrent les actions. Alors en général, ces gamma sont compris entre 1 et 2 selon les types d'actions. Et le gamma R va lui diminuer la valeur de la résistance du matériau. C'est le coefficient de sécurité qu'on applique sur le matériau. En général, il est compris, on va dire, entre 1 et 1,5. Alors on va un peu simplifier cette approche en disant que on va prendre une valeur moyenne entre les gamma pp, gamma neige, gamma vent, et que l'on va donc mettre en évidence. Et donc finalement, on va avoir un gamma ici qui est en évidence et un autre gamma qui est là en dessous du matériau, et on va les combiner
pour avoir finalement un seul coefficient de sécurité qui s'applique sur le matériau, ici en bas, mais qui en fait, implicitement, tient compte de toutes les incertitudes qui peuvent exister, y compris d'ailleurs celles sur la résistance du matériau. Et donc voici la loi de dimensionnement telle qu'on va la considérer dans ce cours de mécanique des structures. Alors vous verrez quand vous aurez des cours de type béton armé ou acier que cette notion de dimensionnement va un petit peu s'étendre parce qu'on considérera alors plutôt les parties plastiques de comportement élastoplastique des matériaux, alors qu'ici nous on ne va considérer que les comportements élastiques. Alors, je vous encourage à retenir ces quelques valeurs numériques, donc qui représentent les limites d'élasticité ou disons limites de rupture, puisqu'on ne va pas distinguer les deux ici dans le cadre de ce cours introductif. Donc pour l'acier, on commence à 235 mégapascales et on va jusqu'à 355, 460 mégapascales, parfois plus pour des aciers qui ont été traités. Le bois, on tourne autour des 15, 20, 25 mégapascales. Idem pour le béton, tout en sachant que pour le béton, on a quand même parfois des bétons à très haute limite de type C80-90 par exemple. Et la maçonnerie, on tourne plutôt autour du mégapascal, 1, 2, 3 mégapascales. On parle parfois aussi dans le cadre de ce cours de la contrainte admissible, qui est en fait la limite FE divisée par le coefficient de sécurité. Et ce qu'on fera dans le cadre de ce cours, de nouveau, c'est de considérer que le coefficient de sécurité que l'on prend et qui englobe toutes les incertitudes dont on a parlé est toujours de l'ordre de 1,5. C'est la valeur qu'on prendra dans le cours et dans les exercices. Alors ceci termine cette partie 2 du cours de mécanique des structures qui concernait plutôt les bases, c'est-à-dire la statique, les équilibres, l'isostaticité, les caractéristiques géométriques des sections et la sécurité. Et je vous retrouve très bientôt pour la partie 3 dans laquelle on va commencer à entrer dans le vif du sujet de la mécanique des structures. À bientôt.